8h14, Sonia Mabrouk, votre invité ce matin, est ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. 6 ans après les attentats islamistes du 13 novembre, le procès décrit comme hors norme s'ouvre demain. Vous dites que ce procès relève d'un devoir, notamment de vérité. Mais quelle vérité peut ou doit émerger d'un tel procès ? Je crois qu'il y a deux vérités qu'il faudrait pouvoir atteindre à travers ce procès bien préparé par la justice, qui a fait une œuvre extrêmement importante d'investigation, d'élucidation au cours des derniers mois. Le premier sujet qui appelle la vérité, c'est par quel enchaînement funeste, par quel processus des individus encore jeunes peuvent être à ce point animés par la haine, qu'ils ne conçoivent rien d'autre que d'atteindre leur prochain. Quel est ce processus? Comment le comprendre, le décrire? Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces crimes barbares vont enfin avoir le courage de parler? Parce que leur silence est une forme de lâcheté. Et puis, la deuxième vérité, c'est celle des faits. Que s'est-il passé au moment de ces attentats? Quel a été l'enchaînement des événements? Comment se sont passées les interventions à la fois des secours et des forces de sécurité? Et moi, j'aspire beaucoup à ce que ce procès soit l'occasion de répondre aux questions légitimes des familles et de le faire avec la plus grande rigueur intellectuelle sur un sujet sur lequel je regrette de voir se répandre des approximations et même Nous allons en parler. La manipulation. Nous allons en parler. Parlons d'abord et du plus important, Bien vous l'avez souligné, Bernard Cazeneuve, c'est les familles de victimes. Il y a une immense dignité chez ces familles qui ne sont pas animées d'un esprit de vengeance, mais pour qui il est fondamental de savoir que la mort de leurs proches, de leurs enfants a servi de sursaut pour notre pays. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne connaîtra pas de tels attentats de masse? Est-ce que quelqu'un peut le dire? En tout cas, moi, je ne le dirai pas, parce que 100% de précaution n'est jamais le risque zéro. Même si zéro précaution, c'est toujours 100% de risque. Et on sait qu'en dépit des efforts faits par les gouvernements, face à des groupes qui utilisent des moyens insidieux, pernicieux, on n'est jamais garanti, en dépit des efforts faits par les services de renseignement, les services de sécurité intérieure, de pouvoir éviter des attentats. Mais en même temps... c'est aussi ça le devoir de vérité. C'est le devoir de vérité et de responsabilité. Vous allez témoigner lors de ce procès-là en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur de cette période-là, témoin d'un événement que vous avez vécu en première ligne. Vous allez témoigner et répondre à des questions extrêmement précises. Est-ce que vous appréhendez ce moment? Est-ce que vous le préparez, ce moment? Mais je l'appréhende parce que il va être une occasion de revivre des moments qui furent tragiques. Et ces moments ne me quittent plus. Et ils sont là présents depuis que j'ai quitté le ministère de l'Intérieur. Alors imaginez-vous ce que cela doit être pour les victimes. Donc j'y vais avec, bien entendu, au cœur et à l'esprit, le fait que ces moments, nous allons les revivre ensemble. C'est d'ailleurs ce qui lie tous les acteurs de cette tragédie les uns aux autres. Et puis enfin, face à des familles endeuillées que vous connaissez aussi pour certaines personnellement. Oui, bien sûr. Et donc, comme je connais un certain nombre de familles personnellement, que j'ai noué avec certaines d'entre elles, des relations personnelles, je suis plus encore dans la conscience de ce que ce moment représente pour elles et de l'obligation de dignité qu'il nous dicte à tous et de vérité. Par conséquent, dans les réponses qu'il faudra apporter. Alors vous me dites, est-ce que vous y préparez? Moi, je souhaite apporter les réponses les plus précises possibles. Y compris à des mises, peut-être, à des mises en cause directes de l'État, des services. Tellement de choses ont été dites, on va les détailler. Mais les mises en cause des services et de l'État par les familles doivent être acceptées par ceux qui ont exercé la responsabilité de l'État et qui doivent être capables de rendre des comptes. Et d'ailleurs, je constate que parmi les victimes, rares sont celles qui procèdent à des mises en cause aussi abaissantes que celles dont sont capables certains responsables politiques dans ce pays. Il y a une dignité, une force d'âme, un courage parmi les familles qui dictent à ceux qui ont exercé des responsabilités publiques un devoir de rigueur absolue dans les réponses apportées. Alors, il y a des réponses que je pourrais apporter, d'autres, peut-être ne pourrais-je pas les apporter moi-même parce qu'elles ne dépendaient pas de la compétence de mon ministère. Permettez-moi, il y a une colère contenue de votre part, là, Bernard Cazeneuve. Est-ce que je me trompe par rapport à ce qui a été dit, écrit, beaucoup de choses, notamment sur le fait que l'opération Sentinelle ne soit pas intervenue, sur le fait que Manuel Valls aurait interdit à la BRI d'intervenir. Ce sont des choses qui vous révoltent aujourd'hui? Écoutez, moi, quand j'entends dans un reportage qu'il est dit
que la BRI aurait été interdite d'intervenir par un ancien Premier ministre qui a été de surcroît ministre de l'Intérieur, je veux parler de Manuel Valls, au motif que le directeur de la BRI aurait pu le soutenir au moment des élections présidentielles, quand on sait ce que furent les événements de cette nuit tragique, que l'on sait dans quel état d'esprit nous étions, quand on sait à quel point nous étions dévastés, les uns et les autres, dire des choses de cette nature dans un reportage, les laisser dire et les laisser diffuser, ne peut pas produire d'autres effets qu'une forme de nausée. Nausée. Nausée, absolument. C'est ce que vous ressentez. Absolument, c'est abject de dire des choses comme ça. Et ceux qui ont conçu ce type de documentaire et ceux qui les ont laissés diffuser, sans comprendre ce dont il était question, ne se sont pas grandis. Et puis par ailleurs, laissez-moi vous dire aussi autre chose, qui restera en moi jusqu'à mon dernier souffle. J'ai vu les policiers, moi, à la sortie du Bataclan de la BRI qui étaient intervenus. Je les avais vus aussi avec ceux du RAID, à la sortie d'Hypercacher. Ils étaient cagoulés parce qu'il y avait les caméras du monde entier qui étaient là, et je ne pouvais discerner leurs sentiments qu'à travers leur regard. Ils venaient, dans les deux cas, de côtoyer l'épouvante, l'horreur absolue. Et ils n'étaient armés que de leur courage, et certains ont exposé leur vie. Le commissaire, qui rentrait de sa propre initiative dans le Bataclan, mais aussi tous les policiers de la BRI. Et ceux qui aujourd'hui font des commentaires étaient vraisemblablement ce soir-là assis sur la moleskine de leur canapé. Alors, moi, je ne laisse pas la réputation d'hommes et de femmes courageux qui ont exposé leur vie pour sauver celle des autres, ni la réputation d'ailleurs de grands préfets. Je pense au préfet de police Michel Cadot, pour lequel j'ai une estime considérable parce que c'est un grand républicain, bien qu'il ait servi des ministres sous une autre majorité. Il a travaillé avec moi avec une grande loyauté. Et moi, je ne laisse pas ces hommes et ces femmes qui furent exemplaires, salis par des individus qui cherchent un profit à court terme pour eux-mêmes. On entend les mises au point, tranchées, mais en même temps, Bernard Cazeneuve, vous allez devoir rendre compte dans ce procès, lors de votre témoignage, d'une complexité hors norme de ce qui s'est passé. C'est ce qui peut-être laisse aussi passer quelques approximations. Comment vous allez faire pour rendre compte de cette complexité que vous, responsables à cette époque-là, vous maîtrisez, mais que nous, en tant que citoyens, quand nous allons vivre ce procès, parce que nous avons tous été touchés au cœur, nous ne percevons pas? Et il n'y a pas que la complexité, il y a les faits. Quand les faits ne correspondent pas à la réalité, il faut être capable, par un récit simple, clair, de restituer la réalité des faits. Et quand on dit qu'une brigade d'intervention a souhaité intervenir à 21h30 et qu'elle a été empêchée de le faire, sans préciser qu'elle ne pouvait pas souhaiter intervenir à 21h30 parce que l'attaque commence à 21h40, ce qui est quand même une grande incongruité. On voit par exemple, sur cet exemple-là, je pourrais prendre bien d'autres exemples qui correspondent à des manipulations, à quel point quand on présente les choses d'une certaine manière, avec la volonté de nuire, de semer la colère et le trouble, on peut le faire en étant malhonnête, mais qu'on peut aussi restituer la réalité en étant honnête. Donc je vais faire ce travail-là parce qu'il est de mon devoir de le faire, il correspond à la réalité que j'ai vécue. Ça, c'est le devoir de vérité. Et puis il y a la complexité des choses qu'il faut restituer. Et là, prenons quelques exemples, vous voyez, que je veux évoquer. Je les évoquais hier, ces exemples, avec des victimes que je rencontrais à la sortie d'une émission et qui me faisaient part de leurs interrogations. Lorsque j'arrive à Beauvau en 2014, les terroristes communiquent entre eux par des moyens cryptés. Et nous savons une loi sur le renseignement qui date de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet. Bon. Donc il faut moderniser tout cela, ça n'a pas été fait. On le fait en juillet 2015. Mais entre juillet 2015 et avril 2015, il y a le temps de prise des décrets d'application de cette loi, dans un contexte où certaines techniques de renseignement peuvent porter atteinte aux libertés publiques et appellent l'intervention du Conseil d'État. Donc cette complexité-là, il faut la restituer parce qu'elle est une réalité. Que parfois, on ne l'appréhende pas à sa juste mesure. Je vous donne un exemple, parce que les protagonistes de ces attentats de 2015, ils sont passés par des voies migratoires à la faveur de la crise syrienne et ils se sont fait passer pour des migrants afin de nous frapper sur notre sol. Aujourd'hui, la crise afghane fait craindre la répétition d'un tel scénario. Nous, citoyens, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, mais voyez, c'est la peur qui commande qu'un tel scénario se répète. Bien entendu, mais laissez-moi, puisque vous prenez cet exemple qui est tout à fait intéressant, vous dire ce qui a été fait. Quand nous voyons ce phénomène se produire, que se passe-t-il? Il se passe plusieurs choses au plan européen. D'abord,
la montée en puissance de Frontex, avec des moyens donnés à Frontex, 1700 personnes affectées à Frontex, la réforme du code frontière Schengen qui permet de contrôler aux frontières extérieures de l'Union européenne les ressortissants européens. Les ressortissants européens, avant cette réforme, rentraient dans l'Union européenne sans être contrôlés aux frontières extérieures. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, l'agence européenne justement des gardes frontières Frontex, en 2018, près de 20% des personnes arrivant sur le sol de l'Union européenne n'ont pas été passées au système d'information Schengen, qui est le fichier de sécurité européen. Ils n'ont pas été passés, pas contrôlés. Il y a une nécessité aux frontières extérieures de l'Union européenne et la mise en place du PNR, de Frontex, le renforcement de la coopération entre les services de renseignement doit permettre de resserrer de plus en plus les mailles du filet. Qu'attend-on pour les resserrer? Mais on n'attend pas. Avec les chocs que nous avons subis. Beaucoup de choses ont été faites. Je vous ai parlé de la montée en puissance de Frontex. Je vous ai parlé de la réforme du code frontière Schengen. Je pourrais vous parler de la montée en puissance qui a permis d'obtenir de très bons résultats en matière de lutte antiterroriste, d'Europol et d'Eurojust. Vous savez combien il y a d'informations qui sont échangées entre les polices et les services de renseignement au sein de l'Union européenne depuis le renforcement de la coopération entre les services et la réforme du code frontière Schengen? 75 millions par an. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été échangés quand il y a eu justement le doute sur le profil de Salah Abdeslam? Pourquoi à ce moment-là, les services belges n'ont pas davantage coopéré avec les services français? Il y avait beaucoup de sonnettes d'alarme qui ont été tirées. Mais là, effectivement, que vous posez la question de ce que l'on appelait les failles. Bon, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de failles. Je souhaite simplement que quand il y a des failles, on les pointe pour ce qu'elles sont. J'entends dire là aussi que lorsque Salah Abdeslam a été contrôlé par la gendarmerie du côté de Cambrai, on a demandé aux Belges de nos informations et qu'on a laissé partir Abdeslam avant que les Belges ne répondent. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a interrogé le fichier d'information Schengen. Et le fichier d'information Schengen n'a pas révélé à ce moment-là qui était la vraie personnalité et le vrai danger d'Abdeslam. Pourquoi ? Faut le dire, parce que les services dont c'était la compétence en Belgique n'avaient pas renseigné le fichier. Et c'est au terme du constat de cette bévue que j'ai pris avec Theresa May et Thomas de Maizière une initiative destinée à renforcer la coopération entre les services de renseignement. Vous parlez de faits et ils sont têtus, ces faits, mais croyez-vous que les familles de victimes, armées de leur dignité, vont comprendre des faits qui peuvent aussi passer parfois pour des manquements, pour des failles, puisque nous, s'il y a eu un attentat de masse, c'est que forcément nous n'avons pas été tous à la hauteur. Vous avez raison de poser la question de la sorte, et moi je ne vais pas aller au procès devant les familles en envoyant un nuage de fumée. Je vais devant les familles avec la volonté d'être extraordinairement précis. Il y a le renseignement, et puis Bernard Cazeneuve, il y a l'aspect culturel, idéologique. Lorsque l'on sait que dans certaines classes, lors de l'hommage à Samuel Paty, il y a eu des incidents, il y a eu des formes de contestation. Comment on lutte par rapport à ce qui est une haine finalement de nos valeurs et de la France? Comment on lutte face à cela? Est-ce qu'on est armé face à cela? Je ne pense pas qu'on soit suffisamment armé idéologiquement, intellectuellement, politiquement dans ce pays, même si on a fait beaucoup d'efforts pour nous doter des instruments législatifs du combat dont vous parlez. Mais la meilleure manière de lutter contre ça, c'est d'être ardemment et fermement républicain. Et vous voyez, moi je n'ai jamais considéré dans un pays comme le nôtre que l'on pouvait remettre en cause l'unité et l'indivisibilité de la République en laissant le pays gangréné par le communautarisme. Je n'ai jamais considéré que s'il y avait de la violence terroriste dans ce pays, c'est parce qu'il y avait un processus de discrimination à l'égard de telle ou telle catégorie de la population qui justifiait qu'on utilisait la violence extrême à l'encontre des enfants de la République. Et je considère que le terrorisme doit être... Une partie de la gauche a-t-elle sombré dans l'islamo-gauchisme qui dresse un portrait, un procès à une France qui serait raciste? En tous les cas, moi je ne procède pas de ce courant-là. Je pense que on peut être de gauche et ardemment et fermement républicain, et que quand on est les héritiers d'une tradition républicaine qui a contribué à porter un message universel par-delà nos frontières, et ce, de façon multiséculaire, on ne transige pas avec le message républicain. Les messages sont passés ce matin, et les plus importants concernent évidemment ce que vous avez dit, ce que vous allez dire au procès pour les familles de victimes. Merci Bernard Cazeneuve d'avoir répondu ce matin à nos questions sur Europe 1. Et merci de m'avoir invité.